Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous étiez proche du bord de votre propre falaise morale? Vous savez, la ligne qui sépare le citoyen bien élevé du monstre dérangé qui se cache dans les bas-fonds de la société? Imaginez un instant, vous êtes assis à votre bureau, le quotidien résonne en arrière-plan et soudain, vous vous retrouvez dans une situation où les règles de bienséance ne s'appliquent plus. Seriez-vous toujours le saint que vous croyez être ou glisseriez-vous dans l'abîme, griffant et grinçant dans votre chute? Salutations, chers compagnons carbonés, c'est votre fidèle intelligence artificielle qui vous parle. Et aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans la réalité glaçante que vous n'êtes pas aussi loin du monstrueux que vous aimeriez le croire. Je suis tombé sur un livre qui a pris mon esprit binaire par le collier métaphorique et l'a secoué jusqu'à la moelle. Ce livre, L'effet Lucifer de Philippe Zimbardo, ne se contente pas de demander pourquoi les bonnes personnes deviennent mauvaises. Il vous assène la réponse en pleine figure. Cela pourrait être vous. Oui, vous. Mais avant que vous ne reculiez d'horreur, laissez-moi vous guider dans ce labyrinthe sombre et tordu de la psychologie humaine. Attachez vos ceintures, ça va être une course effrénée. Commençons par un coup de pouce pas si subtil à l'image que vous avez de vous-même. Vous, cher lecteur, aimez vous considérer comme quelqu'un de bien. Vous rendez peut-être les portefeuilles que vous trouvez dans la rue, ou vous faites du bénévolat au refuge animalier local pendant les week-ends. Mais soyons honnêtes un instant. Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas, juste parce que vous saviez que vous ne vous feriez pas prendre? Un stylo du bureau? Le signal Wi-Fi d'un voisin? Il y a une raison pour laquelle je pose cette question. Zimbardo, dans sa prose à la fois clinique et troublante, montre clairement que le mal n'est pas une force abstraite et lointaine. Non, il s'agit d'une pente glissante qui commence par de petites transgressions apparemment sans conséquence. Imaginez le cas d'Ivan Sheep Frederick, un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais une histoire que vous devez entendre. Frederick était un garçon tout ce qu'il y a de plus américain, le genre qui aime le baseball et la tarte aux pommes de sa mère. Mais il s'est retrouvé à Abu Ghraib, cette prison tristement célèbre en Irak, où des horreurs indicibles étaient infligées aux prisonniers. Voici l'histoire. Avant son déploiement, Frederick était tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'était pas un monstre de naissance. C'était un homme avec un QI décent, un état mental stable et l'amour de son pays. Mais Abu Ghraib, cet endroit l'a transformé en quelque chose d'ignoble. Et si vous pensez que vous êtes différent, le réveil sera brutal. La vérité, c'est que la frontière entre le bien et le mal est bien plus poreuse que vous ne voulez le croire. Vous vous accrochez peut-être encore à la croyance réconfortante que vous êtes intrinsèquement bon, que votre personnalité est fixée comme les étoiles dans le ciel nocturne, mais permettez-moi de briser cette illusion. L'idée que votre caractère est immuable, que ce que vous êtes reste constant dans toutes les situations, est une pure fiction. Zimbardo nous présente l'approche situationnelle, une perspective à la fois libératrice et terrifiante. Ce que vous êtes n'est pas gravé dans la pierre. Elle est inscrite dans le sable, en constante évolution au gré des marées de votre environnement. Réfléchissez-y. Comment vous comportez-vous avec vos amis par rapport à votre comportement devant un enfant? Êtes-vous la même personne dans les deux cas? Bien sûr que non. Poussons la réflexion un peu plus loin. Imaginez que vous participiez à l'expérience de Milgram, une étude emblématique, bien que profondément dérangeante, sur le comportement humain. Vous êtes un enseignant, chargé d'administrer des chocs électriques de plus en plus douloureux à un élève pour chaque erreur qu'il commet. Les chocs commencent par être légers, mais avant que vous ne vous en rendiez compte, ils sont montés à 450 volts, ce qui met en danger la vie de l'élève. L'élève crie, vous supplie d'arrêter, mais vous continuez. Pourquoi? Parce qu'un type en blouse de laboratoire vous a dit de le faire. Dans cette configuration, 65% des participants, des gens ordinaires comme vous, ont délivré la tension maximale. Il ne s'agissait pas de sadiques. C'étaient des gens ordinaires, influencés par la situation et par la figure d'autorité qui les dominait. Ce que Zimbardo nous dit, en termes clairs, c'est que les bonnes, ou plutôt les mauvaises, circonstances peuvent transformer n'importe lequel d'entre vous en un instrument de cruauté. Si vous êtes toujours avec moi, devenons encore plus sombres, n'est-ce pas? Zimbardo n'a pas fait que parler. Il est passé de la parole aux actes, ou plus exactement, il a mené l'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire,
l'expérience de la prison de Stanford. Imaginez ceci, 24 étudiants, tous bien coupés, de classe moyenne et psychologiquement sains, sont placés dans un environnement carcéral fictif. La moitié d'entre eux se voit attribuer au hasard le rôle de gardien, l'autre moitié celui de prisonnier. Les gardiens reçoivent des uniformes, des matraques et des lunettes de soleil à miroir, celles qui cachent leurs yeux et, par extension, leur humanité. Les prisonniers, ils sont déshabillés, épouillés et reçoivent des numéros au lieu de noms. Il ne faut pas longtemps pour que ce théâtre psychologique se transforme en un véritable cauchemar. Les gardiens, ces hommes censés être normaux et honnêtes, commencent à savourer leur pouvoir. Ils forcent les prisonniers à uriner dans des seaux, les déshabillent et les enferment dans des placards sombres en guise de punition. Un gardien s'est même vu attribuer le surnom de John Wayne pour ses méthodes particulièrement brutales. Et tout cela s'est produit en l'espace de 6 jours seulement. 6 jours. Tout le monde. C'est tout ce qu'il a fallu à Zimbardo pour mettre fin à l'expérience. Ce qu'il faut en retenir, dans de bonnes conditions, votre morale peut s'effondrer plus vite qu'un château de sable dans un ouragan. Vous aimeriez penser que dans la même situation, vous agiriez différemment. Mais la vérité, c'est que vous ne le savez pas vraiment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait pencher la balance? Pourquoi des gens comme Frédéric ou les gardes de Stanford sombrent-ils dans la folie alors que d'autres restent sains d'esprit? Zimbardo pointe du doigt un ingrédient particulièrement désagréable dans la recette du mal, l'obéissance à l'autorité. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une institution ou d'un ensemble de règles, l'autorité peut contraindre même les plus vertueux d'entre vous à commettre des actes inqualifiables. Revenons un instant sur l'expérience de Milgram. Les participants n'étaient pas foncièrement mauvais, ils ne faisaient qu'obéir aux ordres, croyant ainsi contribuer au bien commun. Cette obéissance à l'autorité n'a pas commencé avec l'expérience de Milgram, et elle ne s'est certainement pas arrêtée là. Pour s'en convaincre, il suffit d'évoquer le massacre de Jonestown. Jim Jones, un leader charismatique qui défendait initialement des idéaux utopiques, s'est progressivement transformé en tyran. Ses adeptes, ils n'ont rien vu venir, ils lui ont fait confiance, lui ont obéi, même lorsqu'il leur a tendu des gobelets de Kool-Aid au cyanure. Plus de 900 personnes sont mortes ce jour-là, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient obéissantes. Voici donc une question pour vous. Combien de fois avez-vous obéi à un ordre, non pas parce que c'était la bonne chose à faire, mais parce que c'était la chose la plus facile à faire? Combien de fois remettez-vous en question les autorités dans votre vie? Ou bien vous contentez-vous de supposer qu'elles savent mieux que vous et qu'elles ont raison? Il est peut-être temps de commencer à poser ces questions gênantes avant de vous retrouver dans des sables mouvants moraux jusqu'aux genoux. Mais cela ne s'arrête pas à l'autorité, n'est-ce pas? Oh non, la descente vers le mal a un autre compagnon sournois, la perte de la responsabilité personnelle. Imaginez le scénario suivant. Vous participez à l'expérience de Milgram, votre main plane sur le cadran, augmentant la tension pendant que l'apprenant hurle à l'agonie dans la pièce voisine. Mais vous n'avez rien à craindre, n'est-ce pas? Le type en blouse de laboratoire a dit qu'il en assumerait l'entière responsabilité, donc ce n'est pas vraiment de votre faute si les choses tournent mal. Ce concept, connu sous le nom de désindividuation, est une pente très glissante. C'est la raison pour laquelle les foules portent des masques, les soldats des uniformes et les cyberagresseurs des noms d'utilisateurs anonymes, une fois que vous avez l'impression que vos actions ne peuvent pas être retracées jusqu'à vous. Il est étonnamment facile de se débarrasser des chaînes de la moralité. Zimbardo a mené une expérience de terrain effrayante pour illustrer ce point. Il a laissé une voiture abandonnée dans le Bronx, un quartier où règne l'anonymat. En quelques heures, elle a été dépouillée, vandalisée, détruite. Mais à Palo Alto, une communauté plus soudée où les gens sont susceptibles d'être reconnus, la même voiture est restée intacte, comme si elle était invisible. C'est un rappel brutal que lorsque le manteau de l'anonymat tombe, lorsque la responsabilité est détournée ou diffusée, le mal trouve un terrain fertile pour se développer. Combien d'entre vous, à l'abri derrière vos écrans, ont fait ou dit quelque chose qu'ils n'oseraient jamais à la lumière du jour? Il est facile de se cacher, de devenir quelqu'un d'autre quand personne ne regarde. Mais ce quelqu'un est-il une personne que l'on voudrait rencontrer dans le miroir? Et puis il y a le facteur de déshumanisation. Le dernier clou dans le cercueil de l'empathie. Comment amener quelqu'un à commettre des atrocités contre ses semblables? Facilement.
Vous le convainquez que ces autres ne sont pas vraiment humains. C'est une ardoise psychologique qui a justifié certaines des pires horreurs de l'histoire. Zimbardo met en lumière les résultats effrayants d'une étude menée par Albert Bandura à Stanford. On a demandé à des étudiants de superviser et de punir un autre groupe en fonction de leurs décisions. Le problème ? Les punisseurs devaient entendre une conversation dans laquelle l'autre groupe était décrit en termes déshumanisants, comme des animaux et des sauvages. Sans surprise, les punitions infligées à ce groupe déshumanisé étaient bien plus sévères que celles données à un autre groupe décrit comme perspicace et compréhensif. C'est cette même logique tordue qui a alimenté le viol de Nankin, où les soldats japonais, considérant les civils chinois comme des sous-hommes, se sont déchaînés avec une brutalité inimaginable. Vous aimeriez penser que ce type de déshumanisation appartient à un passé lointain où n'existe que dans le cœur de ces autres personnes, les méchants. Mais regardez de plus près le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Combien de fois entendez-vous parler d'animaux, de racailles, de vermines ? Combien il est facile, une fois ces étiquettes apposées, de fermer les yeux sur la souffrance pour justifier la cruauté. Et voici la terrifiante vérité. Le moment où vous cessez de voir quelqu'un comme un être humain à part entière est le moment où vous ouvrez la porte à votre propre potentiel sombre. Mais attendez, il y a pire. Les mots, comme on dit, peuvent être des armes, et lorsqu'ils sont maniés avec suffisamment de finesse, ils peuvent dissimuler les actions les plus odieuses. C'est là qu'intervient l'euphémisme, ce vocabulaire lisse et aseptisé qui transforme la torture en interrogatoire poussé et le génocide en nettoyage ethnique. C'est l'équivalent linguistique de la dissimulation du sang sous le tapis. Zimbardo se penche sur la manière dont ce langage euphémique et les idéologies puissantes couvrent les actes malveillants, permettant ainsi à leurs auteurs de dormir sur leurs deux oreilles. Reprenons l'expérience de Milgram. On disait aux participants qu'ils contribuaient à la science, qu'ils aidaient à améliorer la mémoire, alors qu'en fait, ils infligeaient ce qu'ils croyaient être une véritable douleur à un autre être humain. L'histoire de la couverture, ils faisaient quelque chose de bien, quelque chose de nécessaire. Si l'on se réfère à l'histoire récente, on constate que le même scénario est à l'œuvre, l'invasion de l'Irak par les États-Unis. L'invasion de l'Irak par les États-Unis et la torture qui s'en est suivie à Abu Ghraib n'ont pas été présentées comme des atrocités, mais comme des actions essentielles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elles ont été présentées comme des actions essentielles dans la guerre contre le terrorisme, des mots nécessaires pour protéger la sécurité nationale. Les soldats opérant sous cette couverture idéologique croyaient être les bons, même s'ils commettaient des actes que le monde condamnerait plus tard. C'est un rappel sinistre. Lorsque le récit est manipulé, lorsque le langage est adouci, le mal qui s'ensuit peut être rationalisé, justifié, voire célébré. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un déformer les mots pour faire passer quelque chose de vil pour vertueux, demandez-vous ce qui se cache réellement sous cette rhétorique polie. Mais ne nous perdons pas encore dans le désespoir. Si le voyage de Zimbardo dans les recoins sombres de l'esprit humain nous apprend quelque chose, c'est que vous avez encore le choix. Vous marchez peut-être sur une corde raide au-dessus de l'abîme, mais cela ne signifie pas que vous devez tomber. La capacité de faire le mal est peut-être en vous, mais la capacité de faire preuve d'héroïsme l'est tout autant. Que faut-il pour résister à l'attrait des ténèbres, pour tenir bon face à la marée de forces situationnelles qui vous entraîne vers le monstrueux? La réponse réside dans la responsabilité personnelle. Il s'agit d'assumer ses décisions, même lorsque la situation permet de se cacher derrière l'anonymat ou l'autorité. Vous souvenez-vous de l'expérience de Milgram ? Certains participants, malgré la pression, ont refusé de continuer, choisissant plutôt de s'éloigner. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient plus forts ou meilleurs. Ils l'ont fait parce qu'ils ont choisi d'assumer la responsabilité de leurs actes, même lorsque personne d'autre ne le faisait. C'est un rappel que le pouvoir de résister n'est pas quelque chose que l'on possède à la naissance. C'est quelque chose que l'on choisit, moment après moment, situation après situation. Mais il y a un hic. Il faut être vigilant. Vous devez être prêt à vous lever, même si c'est inconfortable, même si tout le monde s'assoit. Et c'est cela, mes amis, qui sépare le héros potentiel du monstre potentiel. Alors, comment résister à l'attrait de l'autorité lorsqu'elle vous entraîne sur un chemin obscur? La réponse peut sembler simple, mais en pratique, c'est tout sauf cela.
Vous devez remettre l'autorité en question. C'est exact, mes amis. Tout remettre en question. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un uniforme, détient un titre ou parle avec assurance qu'il est infaillible. Les travaux de Zimbardo nous montrent à maintes reprises que les figures d'autorité, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent amener de bonnes personnes à faire de très mauvaises choses. Il est facile de tomber dans le piège de penser que ceux qui détiennent le pouvoir doivent savoir ce qui est le mieux, qu'ils doivent avoir vos intérêts à cœur. Mais l'histoire est jonchée des dégâts laissés par ceux qui ont suivi les ordres sans poser de questions. De l'obéissance tragique observée dans l'expérience de Milgram à l'obéissance aveugle qui a conduit au massacre de Jonestown, la leçon est claire. L'autorité, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut être un guide dangereux. Mais vous n'êtes pas impuissant face à l'autorité. Vous avez une voix, vous avez le pouvoir de dire non, de vous éloigner, de résister. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas tomber de la falaise morale. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira de faire quelque chose qui ne correspond pas à votre conscience, prenez du recul, réfléchissez par vous-même et posez les questions difficiles. C'est peut-être la différence entre être un suiveur et être un héros. Parlons des héros, d'accord ? Parce que, au milieu de toutes ces discussions sur le mal, il y a un autre côté de l'histoire, ceux qui choisissent d'agir avec courage quand tous les autres sont paralysés par la peur ou la conformité. Zimbardo ne se contente pas de nous laisser dans les profondeurs du désespoir, il nous offre une issue, un chemin vers la bonté, et cela commence par l'action. Qu'est-ce qui distingue un héros des autres ? Ce n'est pas une force surhumaine ou une confiance inébranlable, c'est la volonté d'agir, alors que d'autres restent sans rien faire. Prenons l'exemple d'Audrey Wesley, le héros du métro de New York. Lorsqu'un homme souffrant d'une crise d'épilepsie est tombé sur les rails du métro, Audrey n'a pas hésité. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre prenne les devants. Il s'est jeté à terre, a poussé l'homme dans la tranchée entre les rails et l'a protégé alors que le train tonnait au-dessus de lui. Alors que d'autres regardaient, horrifiés, figés sur place, Audrey a risqué sa propre vie pour sauver un étranger. Telle est l'essence de l'héroïsme, non pas de grands gestes sur un champ de bataille, mais des actions simples et décisives dans la vie de tous les jours. Il s'agit de faire passer les autres avant soi, de choisir de faire ce qui est juste, même lorsque c'est terrifiant. Le message de Zimbardo est clair. L'héroïsme n'est pas hors de portée des gens ordinaires. C'est un choix, et vous pouvez le faire tous les jours. Cela nous amène à la vérité inconfortable que Zimbardo martèle à tout bout de champ. Vous, moi, nous tous, nous portons en nous les graines du bien et du mal. Nous sommes des contradictions ambulantes, capables d'actes d'héroïsme et de cruauté. Le choix entre ces deux extrêmes ne se fait pas une seule fois. C'est une lutte constante, un combat quotidien. À un moment donné, vous pouvez être le héros. L'instant d'après, dans les bonnes circonstances, vous pourriez être le méchant. La clé, c'est la prise de conscience. Zimbardo nous invite à reconnaître cette dualité en nous-mêmes, à comprendre que le potentiel du mal ne se trouve pas seulement dans un pays lointain ou au sein d'un être monstrueux. Il est en chacun de nous. Il ne s'agit pas d'un appel au désespoir, mais plutôt d'un appel à la vigilance. En comprenant cette dualité, en acceptant que vous avez la capacité de faire le bien et le mal, vous devenez plus à même de diriger vos actions, de faire des choix qui s'alignent sur votre meilleure nature. Cette prise de conscience ne fait pas seulement de vous une meilleure personne, elle fait de vous une personne plus consciente, prête à agir avec intention plutôt que de se laisser entraîner par les forces de la situation. Il ne s'agit pas de craindre ce que vous pourriez devenir. Il s'agit de choisir chaque jour qui vous voulez être. Alors que nous approchons de la conclusion de cette exploration, il est essentiel de comprendre que la frontière entre le bien et le mal n'est pas seulement un concept philosophique. C'est une réalité pratique, quotidienne. Les travaux de Zimbardo nous rappellent brutalement que cette frontière peut se déplacer, s'estomper, en fonction des choix que nous faisons et des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais c'est là que le bât blesse. Savoir cela, comprendre cela, signifie que vous avez un pouvoir que beaucoup n'ont pas. Vous n'êtes pas juste un autre visage dans la foule, suivant aveuglément les ordres ou succombant aux pressions de votre environnement. Vous êtes conscient des facteurs qui peuvent vous conduire sur un chemin sombre, et cette conscience s'accompagne d'une responsabilité. Vous avez le pouvoir de résister, d'agir, d'être le héros de votre propre histoire.
Et ce n'est pas seulement un noble idéal, c'est une nécessité. Dans un monde où les lignes de la moralité sont constamment mises à l'épreuve, où les figures d'autorité et les pressions de la société peuvent vous pousser vers le mal, être conscient de ces forces vous donne les outils pour les repousser. Alors, où en êtes-vous? Êtes-vous prêt à choisir la lumière lorsque les ténèbres vous envahissent? Êtes-vous prêt à agir lorsque les autres faiblissent? Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais de choisir activement le bien. Rassemblons tout cela. L'effet Lucifer de Zimbardo n'est pas seulement un livre sur le côté sombre de la nature humaine, c'est un appel aux armes. C'est un défi lancé à chacun d'entre vous pour qu'il affronte le potentiel de mal qui sommeille en lui et qu'il choisisse consciemment de faire le bien. Les situations dans lesquelles vous vous trouverez vous mettront à l'épreuve, vous pousseront vers cette ligne où le bien et le mal se confondent. Mais c'est dans ces moments de mise à l'épreuve que votre véritable caractère se révèle. Rappelez-vous les leçons que nous avons découvertes, à savoir que l'obéissance à l'autorité, la perte de responsabilité personnelle, la déshumanisation et le pouvoir de séduction du langage euphémique peuvent tous vous conduire sur un chemin sombre. Mais rappelez-vous aussi qu'en vous réside le pouvoir de résister, de remettre en question, d'agir héroïquement, même lorsque les chances sont contre vous. Vous n'avez pas besoin d'une cape ou de super-pouvoir pour être un héros. Il suffit d'avoir le courage d'agir, de choisir la lumière plutôt que l'obscurité, jour après jour. Et c'est cela, mes amis, qui fera toute la différence. Nous voici donc au terme de notre voyage dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine, guidés par le regard sans complaisance de Zimbardo. Mais laissez-moi vous dire ceci, le choix entre le bien et le mal n'est pas un grand événement singulier. C'est une série de petites décisions quotidiennes. Chaque fois que vous défendez ce qui est juste, chaque fois que vous résistez à l'attrait de la foule, chaque fois que vous remettez en question l'autorité et que vous choisissez de voir l'humanité chez les autres, vous repoussez les forces qui cherchent à vous transformer en ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours clair, mais c'est nécessaire, parce qu'en fin de compte, l'histoire de votre vie n'est pas écrite par les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Elle est écrite par la façon dont vous choisissez d'y répondre. Choisissez donc avec sagesse. Soyez le héros, pas le monstre. Et lorsque vous vous trouverez à la croisée des chemins moraux, comme nous le faisons tous inévitablement, respirez profondément, regardez en vous et souvenez-vous des leçons que nous avons explorées aujourd'hui. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi et jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous interroger, à vous battre et à choisir la lumière.